Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Le printemps reprend un petit peu du poil de la bête, mais pourtant on va frissonner cette semaine pour les 40 ans de la licence Alien 1979-2019. Pour en parler, deux invités de marque, relativement, on va dire spécialistes. On peut dire spécialistes. On peut le dire. Je pense. David Makinowski du Point Pop, bonjour. Alors c'est Mikanowski. Mikanowski, pardon. J'ai l'habitude qu'on écorche mon nom donc. Très bien, désolé, pour le coup c'est Google. Voilà. Mais donc tu es donc pigiste au Point Pop, spécialiste d'Alien. Tu as sorti un article sur la saga. Oui, alors récemment. Pour fêter le 40e anniversaire, on a donc écrit un article sur Alien, le premier du nom, que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil du site. Très bien. Bon bah voilà, donc, tout un grand, je l'avais dit, voilà. Tout un grand programme autour de la saga. Et en face de toi, nous avons Fabien Moreau, un habitué de la maison. Comment ça va ? Bah très bien, Karel, et toi ? Bon, moi ça va. Écoute, ça va un petit peu fatigué. J'ai dû regarder tout Alien cette semaine, figure-toi. Mais bon, moi je suis à jour. On rappelle que tu as travaillé sur le dernier numéro, de Mad Movies consacré à Godzilla. Tu as également signé l'ouvrage Ichiro Honda Humanisme Monstre et tu co-animes l'émission Tokuscope sur internet. C'est un peu en pause là, mais oui. D'accord, très bien. Voilà, donc on peut te retrouver un petit peu partout sur les internets. Tu es un petit peu spécialiste monstre. C'est ta 3e apparition dans Hyperlink. Tu as donc ton rond de serviette. Je n'en ai pas avec moi aujourd'hui, mais je manquerai pas de te le faire parvenir. Nous avons autour du plateau Charlie. Comment ça va ? Ça va très bien. Très content d'être en plateau pour parler d'Alien. Et puis c'est ma première avec notre petit geek Bougon. Petit geek Bougon que bah, du coup la transition te trouvait. Comment ça va, Cédric ? Bah écoute, ça va bien, ça va bien. T'es au courant qu'on fait ces blagues toutes les semaines maintenant, hein ? Bah oui, je sais que c'est mon pseudo chez vous. Tant que ça ne l'est pas encore sur les internets, tout va bien. Et on embrasse Kevin évidemment qui est à l'étage du dessus, qui travaille d'arrache-pied pour l'émission Game of Thrones qui se déroulera en direct tout à l'heure avant la diffusion de l'épisode. Nous saluons Pseudoless sur le chat qui s'ébahit des 40 ans d'Alien. Et oui, déjà. Mafouba, Kiné des Loutres, on vous embrasse toutes et tous. Titouan nous rejoindra tout à l'heure pour la critique de Mortal Kombat 11. Cédric, tu nous parleras d'un petit film sympa que tu as vu cette semaine. Lequel ? Détective Pikachu, ne fais pas semblant. D'accord. Voilà. Donc, de critiques, les 40 ans d'Alien, tout un programme. J'ai envie de dire, c'est parti pour les news. Et on commence avec le State of Play, le Nintendo Direct Made in Sony. C'était sa 2e édition, un petit peu plus courte, mais autrement plus dense que la dernière fois. Des premières images de Monster Hunter World, le DLC Iceborne, on rappelle, qui intégrera Geralt de Rive de The Witcher 3, qui est daté pour le 6 septembre 2019. Donc tout un petit programme sympathique avec des créatures des glaces et des images plutôt enthousiasmantes, toujours sur PS4, Xbox One et PC. Une date pour Medieval, le remake du titre classique de la PlayStation. Promis du nom, là je te vois opiner du chef. Ça rajeunit pas ça. Ça rajeunit pas, hein, mais donc voilà, une édition de luxe prévue pour la version dématérialisée avec une armure supplémentaire, la bande son, etc. Plein de choses incroyables. Le jeu est daté donc au 25 octobre, Halloween étant pas très loin, donc c'est une date plutôt heureuse. On a l'annonce surprenante de Predator Hunting Grounds, comme quand on parle d'Alien cette semaine, les monstres sont là. Exclusivité PlayStation, donc a priori PlayStation 4, voire peut-être PlayStation 5, on ne sait pas, avec un accord avec la Fox prévu pour 2020. Et enfin, évidemment, des images de ce jeu qu'on n'en peut plus d'attendre, c'est le fameux Final Fantasy VII Remake. Les premières images depuis l'annonce à l'E3 2015, quand même, et le retour au bercail du jeu après avoir été confié au studio CyberConnect 2. Puis voilà, très vite rapatrié en interne parce que ça se passait pas très bien. On a donc vu Aeris, des images de la première heure du jeu. Pas de date pour le moment, mais a priori on se dirige vers une sortie en plusieurs épisodes. Les amis, êtes-vous enthousiasmés par tout ce beau programme ? Fabien, tu as déjà donné ton avis sur Medieval, donc je vais peut-être te rendre la parole pour le jeu Predator, Final Fantasy. Qu'est-ce qui te chauffe ? Je suis très très curieux de voir surtout le Predator. Voir comment un jeu de licence peut être renouvelé. Disney donne son accord aussi pour le jeu ou c'est juste je sais pas au du tout. niveau de Fox? D'accord. Ouais, 18+ à mon avis quand même. Bah Final Fantasy ouais aussi, hein, ça va être quelque chose, hein, je pense. Hein. Charlie, toi t'es pas très jeu vidéo, Non, mais pas du tout. un jeu Predator, ça te... Bah, c'est quand même ça reste un truc assez propice aux jeux vidéo. Predator, ça paraît l'impression que ça a été pensé pour ça presque. Donc
Je pense que c'est toujours prometteur. Reste à voir si on jouera les humains ou le Predator, auquel cas si ce sera un Doom-like ou un MGS5-like avec dans la jungle avec un Predator, ça pourrait être rigolo, on verra. Des nouvelles cette fois d'un transfuge, n'est-ce pas, car c'est une licence iconique de Sony qui bascule dans l'univers de Nintendo, Devil May Cry qui arrive sur Switch, première itération de la série, le tout premier sorti sur PlayStation en 2001, ça nous rajeunit pas non plus. Dante s'était déjà fait un petit peu la malle sur 3DS dans les spin-offs Project Cross Zone, etc., dans les crossovers, pardon. Sortie du jeu cet été, pas de prix, mais vu la politique tarifaire de Capcom en la matière, on a déjà vu sur Resident Evil, on devrait casquer environ 25€ à mon avis, dématérialisé uniquement, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Japon. Beaucoup d'attentes de la part de Capcom qui n'en finit plus de reconquérir son public cette année. Pas de gros jeux jusqu'à la fin de l'année, mais ils ont des gros objectifs fiscaux, donc à mon avis, on devrait avoir d'autres surprises. D'ici là, peut-être l'intégration de ce personnage dans Smash. Êtes-vous chaud les amis? Dante dans Smash, est-ce que ça vous inspire? Cédric, tu rigoles? Mais parce qu'à chaque fois que t'annonces un perso, il y est pas, donc il y aura pas Dante dans ce match. Déjà c'est bon, c'est clair et net. Au moins on peut le rayer de la liste des prétendants. Mais si, le moveset est déjà tout. Et non, tout ça m'inspire pas parce que moi je suis pas full démat. Et un peu comme pour Mega Man 11 qui est pas sorti chez nous avec une version boîte, et ça me gonfle tout simplement. Ils veulent reconquérir le public qui pense à ceux qui aiment encore un peu les vieilles boîtes. On verra. Écoute, tant pis. Mais la Switch était une console 100% des maths à l'origine. Donc, Oui, enfin il y a quand même un port cartouche donc elle est pas des maths. Allez hop. Un jeu des maths du coup de Nintendo, celui-ci qui ne sortira pas en boîte, il sort sur smartphone. C'est un nouveau jeu Pokémon, c'est ça qui aurait été teasé dans la foulée de la sortie de Détective Pikachu. Comme quoi cette news était toute désignée, Cédric. Oui, bien sûr. C'est la compagnie, enfin c'est la société Dena qui a annoncé donc qu'ils étaient sur un jeu, comme tu l'as dit, smartphone. Donc pour mobile et tablette peut-être, qui sait, sur l'univers de Pokémon pour l'année fiscale en cours, donc jusqu'à mars 2019. Il y a fort à parier que ça soit sûrement ou un companion app de épée et bouclier, les futurs jeux qui vont sortir sur Switch en novembre de mémoire ou tout début décembre. Novembre. Ou alors, en tout cas, ça va jouer sur l'actualité de ça, je pense. Ou alors peut-être pour l'actualité du film, puisque récemment l'un des producteurs a dit qu'il aimerait bien faire A Star Is Born avec Rondoudou. Oui, tout donc à fait. peut-être qu'il va y avoir un jeu Sing with Jigglypuff ou un truc comme ça, qui sait. Et de toute façon, la suite de Détective Pikachu est déjà en écriture, mais on reviendra sur ça plus en détail à l'occasion de ta critique. On avait fait un combo breaker dans toutes tes news manga d'émission en émission, mais on y revient, on relance la série avec des nouvelles de 3 auteurs, et pas des moindres. Oui, alors 3 auteurs, on vient d'annoncer leur projet, ou en tout cas ils ont été annoncés à plus ou moins à l'échelle. Déjà il y a Go Tanabe, qu'on a parlé déjà ici, Titouan avait fait la chronique des Montagnes Hallucinées qui sortit aux éditions Kiyun. Et bien Go Tanabe va sortir une nouvelle adaptation de Lovecraft, donc là c'est l'Appel de Cthulhu. Donc pas beaucoup de news, mais ça va dans la continuité de ce que Go Tanabe a déjà fait. Il y a de grandes chances que Kiyun sorte comme il a déjà sorti, comme il a déjà prévu de sortir tous les autres Go Tanabe en rapport avec Lovecraft. Ensuite, il y a Rumiko Takahashi, la gagnante du festival d'Angoulême cette année, qui... il est content, hein. Bien sûr, forcément. Elle avait pris une petite pause d'1 an depuis la fin de sa dernière série, Rinne, et elle en avait profité pour faire quelques interviews, se faire plaisir, voyager et tout. Et là, ça y est, elle repart pour 10 ans, elle a dit, comme à chaque fois, toutes ces séries durent environ 10 ans. Et donc la série s'appelle Mao. On n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant sur une histoire comme d'habitude un peu de 2 mondes parallèles, d'un garçon et d'une fille, dont un qui serait peut-être à moitié démon. Donc toujours la même formule, mais c'est toujours un plaisir pour moi de retrouver Takahashi. Et la grosse news là, dans le monde du manga qui a fait l'effet d'une double détonation, déjà c'est son annonce, mais en plus le fait que ça avait déjà été acheté en France, et donc ça va sortir. C'est la nouvelle série de Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, qui revient seulement au scénario. Il est accompagné de Akira Okubo, qui était son premier assistant sur Naruto, et il sort donc un manga qui s'appelle Samurai 8, qui devrait être donc un manga de samouraï post-apocalyptique, cyberpunk. En tout cas, c'est un côté futuriste. Et il avait déjà parlé dans plusieurs interviews que c'était un genre qu'il voulait aborder, la SF. Donc moi, personnellement, je suis assez curieux de voir ça. Et la grosse news, c'est que Kana a eu les droits et donc a teasé en même temps que le Japon qu'ils avaient les droits et que le manga sortira. Donc il va sûrement y avoir un simultrad du manga et très vite dans la foulée sortir en manga. Donc que de bonnes nouvelles. Plutôt pas mal de bonnes nouvelles. Alors j'imagine que les experts en monstres que vous êtes, David et Fabien, Cthulhu au manga, ça vous éveille un petit peu. Alors Cthulhu, ça m'évoque Lovecraft, bien sûr. Et ce qui est drôle, c'est que le créateur du design de l'alien, à savoir Giger, avait sorti en fait un livre qui s'appelait le Necronomicon,
Et c'est grâce à ce livre en fait que Ridley Scott a découvert ses peintures. Voilà, donc tout est lié finalement dans cette émission. C'est dans le titre, j'ai envie de dire. Et toi, Fabien, du coup, Déjà, Japon plus Lovecraft. je suis content que les nouveaux travaux de l'auteur sortent parce que c'est vraiment du boulot magnifique. Hein. Vraiment, le boulot d'adaptation, aussi bien textuel que graphique, est absolument hallucinant. Donc, c'est une très très bonne nouvelle. Et puis, pour rejoindre ce que disait David, Montagnes hallucinées, c'est un peu le père du survival horror, mais cette fois dans la littérature. Donc, tout se connecte et tout se rejoint. En tout cas, je suis ravi que le mangaka poursuit ses adaptations de Lovecraft parce que c'est vraiment vraiment magnifique. En plus, en France, on a eu droit à des éditions de qualité pour les premières adaptations, donc vivement la suite. Voilà. Sachant que Ki-hoon compte bien éditer tout le répertoire. Super. Donc voilà, Super nouvelle. C'est plutôt bien parti. Charlie, on finit avec toi avec 2 news et non des moindres. La première, un accord dans le monde de la VOD, Dark Horse et Netflix. Alors, ils ont annoncé cette semaine qu'ils mettaient en place une collaboration qui va permettre à Netflix d'avoir un accès prioritaire au catalogue pour des adaptations de contenus originaux donc issus de ce catalogue. Dark Horse rapidement. Dark Horse rapidement, donc c'est Hellboy, Sin City. On a également The Mask ou même Ghost in the Shell. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire et de quoi faire des séries et des films de qualité a priori. Ils auraient également. Après, tu sais jamais ce que ça peut donner. En théorie, ouais. Mais voilà, ça, et puis ils auraient aussi une priorité sur toutes les nouvelles créations qui seraient dans la maison. Donc voilà, ça leur permet d'avoir un vivier important pour les prochaines années. Ensuite, oui. Il y a une deuxième news, je peux enchaîner directement, je pense. Tu peux enchaîner directement, peut-être un petit avis autour du plateau. Voilà, l'arrivée de The Mask et toute la clique sur Netflix. Je te vois faire la moue, Cédric. Non, mais c'est comme d'hab. Enfin, on est toujours dans la même guerre de à qui aura le plus de licences, qui va l'emporter. Donc, comme d'habitude, c'est bien beau. Faut voir ce que ça va donner. 80% du temps, moi personnellement, je suis pas très convaincu de ce que sort Netflix en termes de séries. C'est souvent un peu vite fait, vite produit, vite sorti, vite oublié. Donc, à voir. Moi, le seul truc que j'attends chez Netflix pour l'instant, c'est Dark Crystal qui a l'air de prendre le temps de se faire. Donc, mais même là, je suis pas à moitié confiant. Donc. Pourquoi pas. Après Dark Horse, c'est quand même de bonnes licences, mais vraiment à voir. À voir. Et une autre news et non des moindres, celle-ci, je te laisse la parole. C'est Disney qui revoit un petit peu le calendrier de la Fox maintenant qu'il a chopé le poisson. Exactement. Donc ils ont vraiment lancé les grandes lignes de la stratégie pour les prochaines années. Alors on a aussi une annonce par exemple de 4000 licenciements. Et voilà, donc voilà. Alors, on table sur plusieurs milliers de licenciements et ce sera autour de 4000 personnes. Par contre, la Fox Searchlight est plutôt épargnée, donc ils vont continuer à faire des films indépendants, films d'auteur. Autorisant, ouais. Voilà, mais par contre, on se limiterait à 5 gros films pour la Fox entière. Donc ce qui est assez peu pour une major quand même. Par an, évidemment. Oui. Au total, c'est compliqué. Oui, et donc comme grosse annonce, on peut parler peut-être de Artemis Fowl qui sortira en mai 2020. On a également l'arrêt de Gambit qui est annulé. Et puis surtout les 2 grosses franchises pour les années à venir de Disney. Maléfique et non. Donc on aurait Avatar qui donc le 2 est reculé d'1 an. Par contre, donc il sortira en 2021, décembre 2021. Et puis tous les 2 ans, donc Avatar 3 en 2023, puis 2025, puis 2027. Et pour intercaler tout ça. Voilà, pour intercaler tout ça, on a une confirmation de 2 trilogies Star Wars. Donc avec déjà des dates prévues en décembre 2022, 2024 et 2026. Pour Avatar, moi je ne cache pas que je suis assez content parce que c'est un film que je défends assez et qui d'ailleurs pour les curieux, il y a un superbe article de Rafik Djoumi sur Arrêt sur Image pour montrer en quoi est-ce que Avatar n'est pas un film qui reprend des clichés hollywoodiens mais qui parle d'archétypes et de mythologie et que c'est pour ça qu'il touche autant de gens. On fera une spéciale Avatar. Cédric, je te coupe la parole. Je te vois t'approcher dangereusement du micro pour déclarer ton amour à James Cameron mais tu pourras le déclarer en parlant d'Alien 2. Voilà, tout est lié. Tout ce que j'entends surtout c'est haha, la victoire est à moi. Effectivement, et ça peut durer effectivement. Mangez dans ma main. Par contre, faut voir, ça fait quand même beaucoup de films Avatar. Faut voir comment tout ça se décline sur 5 films. Ah, ça c'était prévu en revanche déjà. Oui, je sais que c'est prévu. J'ai tendance à lui faire confiance à Cameron, mais je suis quand même j'attends de voir. C'est bien, David. Surtout que tout va arriver d'un seul coup. Oui, c'est ça. David. Moi je me demandais déjà si la nouvelle trilogie Star Wars dont tu parles est supervisée par Rian Johnson ou pas.
Alors, il me semble que c'est gelé ça. Hein. Oui, je crois que c'est pas encore annoncé, c'est-à-dire il me semble qu'il va travailler sur la série, sur une des séries. Alors il y a une série qui est... Il y a The Mandalorian par Jon Favreau, ça, Taika Waititi aussi. Il y a une trilogie sur l'ancienne République. Et une trilogie dont on ne sait pas si c'est celle de Rod Johnson ou si c'est celle qui est confiée à d'autres personnes, parce qu'il me semble qu'il voulait faire venir des gens de Game of Thrones aussi pour une trilogie. Oui, non, effectivement, c'est Game of Thrones qui sont confirmés. Benioff et Weiss, à mon avis, qui du coup... Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont rushé la dernière saison de Game of Thrones, évidemment. Oh là là là, on est bêtes. Bon, on va avancer, parce qu'il y a une dernière news, les amis, pour clore ce beau point news, et je vais m'en occuper. C'est tout simplement une indiscrétion de Chad Stahelski, réalisateur de John Wick Parabellum, dans une interview de Yahoo Movies UK, qui se dit très content que les sœurs Wachowski soient de retour sur la série Matrix et qu'elles n'ont qu'à l'appeler pour les cascades, étant donné que lui-même était la doublure de Keanu Reeves dans les films originaux. Source donc assez proche du dossier, un petit peu dans les petits papiers. Est-ce que c'est une bourde ? Est-ce que c'est un teasing ? Est-ce que c'est une spéculation ? On ne sait pas, il n'y a pas de démenti pour l'instant des Wachowski ou de Warner Bros. Donc je vous demande votre avis. Je vous rappelle quand même que Warner Bros voulait rebooter Matrix au sein d'un univers étendu avec la jeunesse de Morpheus. Quand même, enfin voilà. Donc ce retour à la maison des Wachowski serait peut-être là pour les empêcher de faire n'importe quoi avec leur création. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce Matrix 4 par les Wachowski ? Fabien, tu te retiens de rigoler. Je m'en fous. je veux juste voir John Wick 3 et c'est tout. Ça va, Cédric ? Je vais tous vous avoir. Ok, et de l'autre côté du plateau, Charlie et David. Bah, je sais pas. Bah, a priori, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on part du principe qu'ils allaient rebooter Matrix, autant que ce soit eux. Ils allaient le faire quoi qu'il arrive. Mais bon, pareil, comme pour Cameron, quoi. A priori, on va faire confiance parce que voilà, c'est les Wachowski, mais je vois pas du tout où est-ce que ça peut aller, quoi. David ? Nulle part. Nulle part. Très bien. Bon, nulle part, c'est donc là-dessus que se termine. C'est horrible. Le point news qui va nulle part. C'est le mot de la fin pour ce point news. On va s'écouter tout de suite Aloe Island Posse, morceau Raceway Park, et on se retrouve juste après la pause pour Mortal Kombat 11 et Détective Pikachu en compagnie de Titouan qui va nous rejoindre. A tout de suite. Votre cocktail des pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. On a Titouan qui nous a rejoint. Du coup, est-ce qu'on peut baisser un tout petit peu le... Voilà, merci. On a Titouan qui nous rejoint en plateau donc avec un joli jeu, un joli steelbook jaune. Quel est donc ce steelbook jaune, Titouan ? Bah, c'est marqué dessus. Hello. Donc c'est Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 qui est j'ai critiqué aujourd'hui. Tout à fait. Bah, je propose qu'on se lance tout de suite, les amis. C'est parti pour les critiques. Les critiques donc, Titouan, on va parler de Mortal Kombat 11, jeu sorti il y a 2 semaines déjà. Il y a 2 semaines déjà, c'est vrai que Mortal Kombat 11 du coup est le 11e du nom, mais ce n'est pas le 11e jeu, il y en a beaucoup plus, on a sorti des bonnes daubes, hein. On va tout de suite ne pas en parler d'ailleurs. Donc Mortal Kombat 11 relance enfin l'une des séries de jeux de combat les plus mythiques, commencée en 1992. Mortal Kombat, du coup, à l'époque principal concurrent de Street Fighter, propose un jeu ultra réaliste grâce à la capture d'acteurs réels pour les persos du jeu. C'est génial sur la musique d'ailleurs de dire ça. Hein. Meilleur que le trailer. Depuis les versions plus récentes, on est reparti sur du plus classique avec des persos modélisés en 3D. Après MKX, MK10 et sa version XL, très réussi avec un roster de persos énorme au nombre de 33, avec d'ailleurs dedans Alien et Predator. Mortal Kombat 11 fait un retour aux sources et présente quelques nouveaux persos, mais surtout fait revenir des persos oubliés tels que Baraka et Kabal. 25 persos sont disponibles, dont Shao Kahn en DLC. Faire revenir des persos oubliés, oui, parce que l'histoire du jeu fait se rencontrer plusieurs espaces-temps. Le premier est à la suite des événements de l'épisode précédent et le second se situe au début de l'histoire pendant le Mortal Kombat, avant la victoire de Liu Kang sur Shao Kahn. Donc c'est une histoire plutôt intéressante avec pas mal de spin-off à mon avis, de tie-in pour satisfaire tout le monde. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous rappeler les mécaniques fondamentales de ce qui fait Mortal Kombat ? Alors c'est vrai qu'avant de parler de gameplay, je pense qu'il est effectivement important d'expliquer les bases. Mortal Kombat est donc un jeu de combat 2D dans lequel on incarne un seul perso et qui se déroule en 2 manches gagnantes. Le jeu a plusieurs particularités, dont la première est d'utiliser une touche définie pour la garde, donc ce qui ne se fait pas dans la plupart des autres jeux. Aller dans la direction opposée de l'adversaire où la garde neutrale n'existe pas. Autre chose de particulier est d'utiliser l'environnement pour interagir sur le match. On peut lancer par exemple des projectiles, se servir d'un point d'appui pour passer derrière l'adversaire
durant le combat, ou encore faire des sortes de prises qui permettent d'interagir directement avec l'environnement. Par exemple, pour attraper l'adversaire et lui enfoncer une lance en plein visage, tout ça dans une animation Miam. gore. Voilà. Après, on reste sur du classique avec un système de combos et de coups spéciaux s'utilisant assez facilement. Donc quelle est la nouveauté de gameplay apportée dans cet épisode? Alors, connaissant déjà la licence, personnellement, je partais avec une bonne expérience sur le jeu, et pourtant quelques nouvelles mécaniques viennent bouleverser un petit peu tout ça. Donc déjà, pour pouvoir comprendre un jeu de combat, le principal, c'est toujours de se plonger des heures dans le mode d'entraînement, et le mode d'entraînement de ce MK11 est vraiment époustouflant. Donc déjà, pour vous parler un peu des différents modes, on a le menu principal qui se découpe en 4 catégories. Donc conquête, combat, customisé pour customiser son personnage, Et et apprentissage. apprentissage. Je vais surtout parler du mode apprentissage dans lequel il y a un mode tutoriel, donc qui permet d'apprendre toutes les bases du jeu, et en plus d'apprendre surtout les bases de chaque perso, les coups intéressants et la façon dont ils vont s'utiliser. Et aussi le mode entraînement. Du coup, le mode entraînement permet de voir toute la propriété de chaque coup et chaque combo. On peut voir quel coup va launcher par exemple et permettre de commencer un combo, ou alors quel coup va créer un overhead, un coup par-dessus, pour passer par-dessus la garde accroupie, et surtout savoir la frame data, donc ce qui est le plus important dans un jeu de combat. C'est de savoir comment construire son offense et sa défense, savoir si des coups sont positifs ou négatifs, que ce soit en garde ou en hit, pour savoir comment jouer, c'est primordial. Seul petit point noir de ce mode entraînement, je trouve que le menu pour contrôler l'IA est un petit peu fouillis et manque parfois de certaines fonctionnalités. Pour les nouveautés du gameplay pur, heureusement il y en a peu, pas besoin de repartir à zéro, ce qui peut arriver dans certains jeux de combat. La plus importante, c'est surtout le nouveau système de ressources. C'est un système qui couple offense et défense. On choisira soit d'utiliser la barre de super pour attaquer, soit pour utiliser des mouvements évasifs tels qu'une roulade rapide à la relevée, ou encore la capacité de retomber quand on est pris dans un combo, ce qui évite de prendre tarif maximum. Le jeu est du coup beaucoup plus tactique, sans compter la présence d'un perfect guard à la Devil May Cry 5, n'est-ce pas, qui permet d'attaquer rapidement pendant le recover de l'attaque adverse. C'est super compliqué à faire et vous ne le ferez jamais. Sauf en tournoi évidemment. Voilà. Autre chose de nouveau et très important, c'est les nouvelles propriétés de certains coups, en particulier quand c'est en contre, ou quand on en fait plusieurs d'affilée. Chaque perso ayant le classique uppercut en contre, qui va créer du coup une animation et faire énormément de dégâts, mais des fois ça peut aussi lancer un combo, donc ce qui va être vraiment très puissant. C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Ce n'est pas tout de suite mon dernier mot. Je terminerai vite en parlant de l'esthétique. Donc déjà depuis le 9, on reste sur le même style. Le jeu tourne sur Unreal Engine 3 pour les anglophones, et vraiment magnifique. Le mode histoire est un pur plaisir, et passer les cinématiques serait vraiment un sacrilège. Niveau son, quelques ajouts ont été faits, mais sinon, encore une fois, même style que depuis le 9, on tourne autour du champ lexical, des os brisés et de la barbaque bien saignante. MK11 est l'apogée de la série et est à l'apogée de son art cependant discutable, car plusieurs développeurs ont parlé des mauvaises conditions de développement du jeu chez NetherRealm, et notamment sur les fatalities, parce qu'en effet, pour être plus réaliste, il s'inspirait en fait de vraies scènes. Alors, il y a eu nommé la pendaison et ce genre de choses, et puis voilà, donc ça a choqué quelques développeurs et ça laisse un petit goût amer. Il y en a un qui a eu un PTSD, je crois. Tout à fait, suite à ça. Du développement du jeu. Autour du plateau, merci déjà pour ta critique, Titouan. Pas de problème. Relativement complète, j'en conviens. Autour du plateau, est-ce que vous êtes familier de Mortal Kombat? Je t'ai vu dodeliner, Fabien, sur la musique. T'es plus fan des films ou des jeux? Question rhétorique. Je suis fan de la musique du film, même si bon, le premier Mortal Kombat c'était quand même quelque chose à l'époque, même si on le savait pas. Mais non, je suis suffisamment vieux pour avoir connu la sortie donc du premier jeu et des suites. Non, c'est une franchise que j'aime beaucoup. Je suis un peu frustré suite à la présentation de Titouan de ne pas pouvoir jouer au 11 immédiatement, donc je pense que je vais me contenter de faire une partie de Mortal Kombat 2. Ça sera déjà très bien aussi. Voilà. Mais en tout cas, le titre a l'air superbe, vraiment. David? Ça m'a ému de réécouter la musique. J'avais vu le film à l'époque et je suis traumatisé par la vision de Christophe Lambert en Père Fouras albinos. D'ailleurs, sachez que le trailer en France, c'était un youtubeur, je sais plus comment il s'appelle, qui joue avec Christophe Lambert et qui joue Raiden, et il le défonce. Il fait mais c'est pas possible, t'as déjà joué au jeu? Il fait non mais on a une histoire lui et moi, ou un truc comme ça. Ça t'effondrait. Pardon. Donc, voilà, tu m'as devancé. Cédric, Charlie, ça vous donnera envie de prendre la manette? Plutôt, c'est le genre de jeux qui sont quand même assez interactifs, donc c'est toujours même si on n'est pas familier, pouvoir jouer avec. Et puis effectivement,
l'animation a l'air vraiment très fluide et c'est très beau à regarder. Donc, Eh bien moi, non, pas forcément. Mais en revanche, ce qui me choque dans tout ce qu'il a dit, c'est que Baraka, il avait été enlevé du jeu. C'est-à-dire que même moi qui joue pas, je sais que c'était un des personnages les plus était pas dans le 10, populaires ouais. et tout. Putain, des connards. Parce qu'en fait, Ça dans se fait l'histoire du 10, il n'existe plus, je crois. Toute sa race se fait massacrer. Ah ouais. voilà, donc, Non mais c'est une excuse de merde. Heureusement, il est revenu. Écoute, on ils a ont bien bien eu- fait une résurrection dans Alien, écoute. On a bien eu les Avengers sans Wolverine et Tornade pour des questions de droit, donc bon, tout est possible. Pourtant, ils sont de retour à la maison. On a terminé avec cette critique de Mortal Kombat 11. Je propose qu'on aille dans un univers autrement plus clément, autrement plus choupi, autrement plus douillet. ça dépend, mais... Mais non moins qualitatif, n'est-ce pas Cédric? Tu vas nous parler de Détective Pikachu. Pika pika, pika pika pi. Non, je vais pas faire toute la critique en Pikachu, ça va être horrible. Tu vas imiter Ryan Reynolds. Exactement. Parfait. Bon, il sait faire que Cyril Hanouna. alors Pokémon Détective Pikachu, de quoi ça parle? Non, soyons sérieux. Sacha est un jeune dresseur du Bourg-Palette. Et... Ah non, attendez, c'est la mauvaise histoire, je suis désolé. Donc Tim Goodman. Tim Goodman est un jeune homme qui ne vit pas au Bourg-Palette, mais quand même dans un monde peuplé de Pokémon. Mais il a pourtant un rejet de ces derniers. On lui annonce un jour que son père, détective privé, dont il n'avait plus de nouvelles depuis quelques années, vient de mourir dans un accident à Rhyme City, une ville où Pokémon et humains vivent en harmonie, donc pas de capture, pas de dressage, on est copains, tout le monde va bien. Tim décide d'aller là-bas pour mettre un peu d'ordre dans les affaires de son père et il découvre avec stupeur un Pikachu, partenaire de son père, et il est encore en vie, incroyable, mais surtout, encore plus incroyable, il est doté du don de la parole et seul Tim peut comprendre ce petit Pikachu qui a une voix, ma foi, très grave pour son petit corps gracile et douillet. Un duo improbable va alors se former pour découvrir la vérité sur l'accident du père de Tim et peut-être les sombres secrets que cache Rhyme City. Donc Pokémon Détective Pikachu, c'est un film de Rob Letterman qu'on connaît pour Gang de requins, Monstre contre Alien et plus récemment le pas très bon Chair de poule, un premier du nom parce qu'il y en a eu un 2, nous l'oublions pas, n'oublions jamais. et c'est le premier film live basé sur la licence de Nintendo et Pokémon Company et Game Freaks. Alors beaucoup de gens ont espéré voir un jour une adaptation live de l'univers de Satoshi Tajiri, même si on n'imaginait pas forcément que ce soit l'adaptation d'un spin-off qui ouvre le bal. Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la magie des jeux vidéo et de l'animé fonctionne transposée en live? Alors, sur la forme, oui, assez. Déjà, il y a une assez belle photo. John Mathieson, il a fait quand même un travail assez dingue, malgré les propos un peu débiles qu'il a tenus sur le fait que son film était beau parce qu'il est en péloche et pas en numérique, parce que si on se renseigne un peu, on sait très bien que maintenant en numérique, on peut faire des trucs en péloche. Mais bref, à part ces propos un peu bizarres, la photo est vraiment très belle, il y a un truc très léché, c'est pas trop criard étonnamment. On rappelle que Matheson, il a fait Logan et Gladiator entre autres. Voilà, donc c'est plutôt cocasse de retrouver sur un projet... Bah oui, bien sûr, surtout qu'il a dit qu'il avait été approché pour Sonic à un moment aussi, donc c'est assez à ce moment-là qu'il a donné ses propos sur la pellicule. D'ailleurs, mais Sonic est moche parce que c'est pas fait sur. C'est du numérique. Exactement, c'est ce qu'il a dit, donc c'est pour ça que je disais que c'était un peu débile, mais bon, je m'éloigne un peu du sujet Pokémon Détective Pikachu. Donc photo léchée, mais sans ça, en demeurant de ça, les décors sont plutôt intéressants. La ville de Rhyme, donc qui est une ville toute nouvelle créée pour les besoins du film, elle a un design assez intéressant, un mélange Londres et New York en termes d'architecture, avec plusieurs néons, des couleurs vives. Il y a quelque chose qui, on se croirait vraiment dans peut-être une transposition d'une ville qui pourrait y avoir dans l'un des jeux vidéo de la franchise. En plus de ça, donc l'histoire est originale dans le sens que c'est pas forcément un dresseur qui va capturer des badges comme dans les jeux qu'on a l'habitude de voir depuis 20 ans, donc on pourrait se dire c'est quand même une bonne porte d'entrée et, dans cet univers, même s'il y a des petits parallèles avec le Zootopia de Walt Disney, il y a un peu, on découvre une ville et tout ça, mais bon, à part ça, c'est quand même une porte d'entrée vraiment sympathique pour les néophytes, je pense, comme pour les habitués de la saga. Les Pokémon, le gros du film, sont quand même assez réussi, il faut passer l'aspect des fois un peu trop réaliste de certains, il y en a quand même quelques-uns qui sont flippants, mention spéciale à Ectoplasma qui va hanter mes cauchemars pendant très longtemps. Il est compliqué celui-là. Mais voilà, et surtout il y a un vrai respect de l'univers, on sent que Pokémon Company était derrière à tenir un petit peu les Américains au cas où, alors peut-être qu'ils n'ont pas eu besoin de tenir trop, mais en tout cas on sent que les Japonais ont fait en sorte que l'univers soit vraiment respecté. Les fans vont être contents, la licence n'est pas défigurée. Alors le film est donc une réussite qui parvient à faire vivre le monde des monstres de poche, que ce soit visuellement ou en termes d'histoire. On peut donc en déduire que le film va vite devenir un classique du genre et emmener toute une série avec lui. Alors une série, peut-être et même sûrement, vu qu'ils viennent d'annoncer qu'ils vont en faire plusieurs, mais c'est pas une réussite du tout pour moi. Alors, donc je disais qu'il y avait une histoire intéressante et je maintiens ce que je dis.
Mais pour une histoire intéressante, le scénario, il est vide, il est creux, ça encadre tous les clichés que les films des années 90 nous donnaient. On est en 2019, faut arrêter de faire un film comme si on était en 92 pour les enfants, c'est plus possible du tout ce genre de choses. En plus, les acteurs, 3/4 jouent pas très bien ou cabotinent à fond, excepté le héros, Justice Smith, qu'on avait déjà vu dans la série, j'ai oublié son nom, The Get Done, je crois, de mémoire. Qui n'est pas le... Non, ça c'est Jaden Smith, et justement Justice Smith n'est pas le fils Non. de Will Smith. Ouais. Ils ont aucun lien de parenté. Non, avec ils ont parenté. aucun lien de parenté. Donc Et c'est donc on le l'a fils de vu- l'agent Smith. Oui, Voilà. On l'a vu l'an passé dans Jurassic World, Oui. Fallen Kingdom. entre autres, c'est vrai, dans les Voilà. films, c'est vrai il a été très remarqué pour ça récemment. C'est le seul qui tire un peu son épingle du jeu parce que son acolyte féminine n'est pas follement mieux, mais bon. Ensuite, il y a énormément d'incohérences dans le concept même de l'univers. Il y a des fois des trucs qui se contredisent ou même qui sont pas très logiques dans l'univers des Pokémon. Je vais pas donner trop d'exemples pour spoiler, mais je trouve ça très bizarre d'entendre dans un JT le jingle de Pokémon qui est attrapez-les tous dans une ville où on n'a pas le droit de capturer des Pokémon. Ça me semble assez incohérent, mais peut-être que je m'égare un peu, et surtout ça préfère caser des blagues ou des références plutôt que de penser à un vraiment concept de world building selon moi. Puis il y a un vrai autre souci un peu important pour moi, mais peut-être que je pinaille trop, mais vous le savez que je pinaille et j'aime ça. Le Tu es film il bougon. est souvent en équilibre entre d'un côté un métrage destiné aux enfants, c'est-à-dire qu'un scénario très lisse, sans trop de surprises, qui va assez droit, et un film fait plutôt pour les fans adultes ou les parents avec énormément de blagues graveleuses qui ont été un peu squeezées dans les sous-titres français, mais en anglais Pikachu dit quand même qu'on lui a mis un doigt ou qu'il ressent quelque chose dans... alors ils ont appelé ça comment déjà? C'est Jelly. c'est Jelly quelque chose, mais bon, Ouais. enfin bon, on a compris que c'était ses couilles, hein, à un moment faut le donner. Donc on sait pas trop vraiment sur quel pied le film veut danser, enfin qu'est-ce que le film veut donner. Alors je pense qu'il veut faire plaisir un peu à tout le monde, mais à pouvoir faire plaisir à tout le monde, on fait pas forcément plaisir à grand monde, c'est ça le problème. Et donc, étonnamment, je finis quand même sur un point positif, ce qui me semblait être le truc le plus casse-gueule du film, et pour moi l'un des meilleurs trucs du film, c'est Ryan Reynolds en Pikachu. Sa voix marche vraiment bien. Ryan Reynolds, c'est quand même un bon acteur. Il sait jouer et ça s'entend, même s'il fait que du voice acting ici. Et il incarne vraiment ce Pikachu tout en saveur, qui est quand même un brin choupi. Donc finalement, qu'est-ce que je peux retirer de ce détective Pikachu, si ce n'est que une licence geek, entre guillemets, de plus a été adaptée, et une licence geek a de nouveau été un peu soufflée. C'est pour moi un film sans saveur particulière, qui a été fait pour plaire en priorité aux enfants et aux fans qui attendent depuis bien trop longtemps une adaptation en live de leur univers pour vraiment faire la fine bouche. Malgré des intentions de bien faire, un son apporté à respecter la licence de Game Freaks, le film patine une réalisation lisse, d'un scénario débilisant, même pour les plus petits, et vraiment il y a des films pour enfants moins cons que ça sortis ces dernières années. Et surtout, il y a un manque cruel d'unité, la faute probablement au fait que c'est une fois de plus, je pense, un film de production plus qu'un film d'un auteur ou d'un réalisateur pour tenir un peu la barque. Mais il n'en reste que le film peut se voir, il n'y a pas vraiment de danger, vous pouvez emmener vos enfants, donc si vous êtes fan des bébêtes ou que vous avez des enfants à emmener au cinéma, allez-y. Les autres, je pense que vous pouvez passer votre chemin ou attendre la sortie en DVD. Alors, on n'a pas passé notre chemin en plateau, parce qu'on est quand même assez nombreux à l'avoir vu, à commencer par toi, Charlie. Oui, je suis assez d'accord globalement avec toi. Moi, j'ai trouvé que c'était assez réussi justement sur toute la première partie. Je trouvais que le côté humoristique et on lance l'enquête et tout ça, ça fonctionnait assez bien. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Mais alors, je trouve que vraiment, à partir du moment où on commence à rentrer dans l'émotion et tout ça, ça marchait pas du tout. Je trouve, par exemple, que l'acteur principal, je le trouvais très mauvais. J'y crois absolument à aucune seconde, et le scénario à ce niveau-là, pas vraiment... Enfin voilà, tout ce côté avec la relation avec son père, je trouvais ça très artificiel. Je trouve aussi très fade Justice Smith personnellement. Ouais, et puis le scénario, moi j'ai absolument pas compris cette histoire du grand méchant, en quoi c'était terrible, pourquoi il voulait faire ça, tout ça est très nébuleux, voilà. C'est dommage parce que pour moi, si c'était cantonné au côté film d'enquête assez frais, je pense que ça aurait été vraiment, ça aurait pu être sympa. Peut-être un problème d'échelle, effectivement. Fabien ? Alors non, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film, vraiment. Je trouvais justement au contraire que c'était un film pour enfants qui ne prenait pas pour des débiles, même si je dois admettre que le troisième acte est un peu déséquilibré par rapport aux deux tiers, mais je trouvais justement que dans les scènes d'émotion, il désamorçait pas
l'émotion justement avec des vannes où je demandais Non, ça, c'est vrai, mais Non, ça justement, c'est ils vrai, allaient je l'ai pas mis trop dans ma pour moi. critique, mais je Donc peux. ça je peux fait avec toi, plaisir. C'est vrai. Et je trouve justement il y a le respect de la licence, il y a le respect. En plus c'est un jeu, un détective Pikachu, hein. C'est un Ouais, jeu bien spin-off, sûr. donc du coup on est sur une porte d'entrée, je pense, assez bien gérée pour le public qui connaît pas la licence. Et je trouve quand même c'est un film très très soigné, un film familial très soigné, et ça devient de plus en plus rare ça. Et je trouve que c'est vraiment très très bien de voir ça aujourd'hui. Après. Tu disais que dans le journal télé, on entendait Attraper les tous. On l'entend pas. On entend la musique, mais on n'entend pas justement. Ouais, non, mais voilà, d'accord, voilà. mais c'est une référence. On sait tous quand même que c'est une référence faite pour les fans. Oui, voilà, bon. mais bon, il y a que les fans qui vont le Et saisir. si tu veux partir vraiment par là, maintenant, Pikachu chante quand même le générique de Pokémon. Ouais, hein. Si tu veux mais vraiment bon, aller c'est dans un une moment, méta il y a world un contexte, il est building, pas bien aussi. Mais je trouve que dans il y a beaucoup de films familiaux qui sont très ratés, qui prennent vraiment les enfants pour des débiles. Celui-là, je trouve pas. Et je trouve que c'est de bonne augure pour les futures adaptations de jeux vidéo en fait. Et je trouve que Legendary Pictures continue à faire le pari de faire des licences un peu différentes, qui tranchent avec les films de super-héros. En plus, c'est une coprod japonaise, c'est coproduit par Toho. Donc du coup, il y a ce métissage, je trouve, qui est très bien, et on pénètre dans un nouvel univers. Le film le fait très très bien, je trouve. Disons que c'est un petit peu la patte de Legendary là-dessus, des productions assez colorées, et on l'a vu sur Pacific Rim, Godzilla, même récemment, et on verra peut-être dans Godzilla 2 dans quelques semaines. Le chat était un peu mutique sur Mortal Kombat, mais autrement plus bavard sur Détective Pikachu. Je relève le scénario de Jalil, le scénario débilisant, il faut le dire, c'est une marque de fabrique des films d'animation Pokémon, donc le reprocher au film live, je me fais le vaisseau de sa parole. Gosei Yujoken, premier passage sur le chat. Bonjour à toi, l'histoire est bonne et le parcours est très intéressant et bien construit. C'est justement un film qui ne prend pas les gamins pour des débiles. Et The Maniac, notre bon ami Jonathan, qui nous dit que, hélas, le troisième acte, c'est un troisième acte caricatural de film de super-héros en quelque sorte. Et effectivement, en voyant les ballons, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au Batman de Burton, mais surtout au Spider-Man de Raimi. Qui, bon, je dis pas ça, pas vous, pas maintenant. S'il vous plaît, laissez Raimi où il est. N'oublions pas qu'il y a une référence à Alien. J'espère Aussi, qu'après une bonne adaptation comme ça d'une licence de jeu vidéo, on verra un bon Mortal Kombat. Enfin. T'avais le faux trailer de Mortal Kombat qui était pas mal, mais bon, ça n'a jamais donné quelque chose en film, vrai. malheureusement. Effectivement, tu le disais, il y a une petite référence à Alien très rigolote et même soutenue par la bande-son. C'est à quel moment? Je me souviens plus. Dans le laboratoire. Ah. Voilà, quand les tubes Oui, s'ouvrent. Voilà. exactement. Il y en a même deux. Il y en a même deux, oui. Puisque le chef décorateur de ce film était chef décorateur Nigel Phelps sur Alien Resurrection. Voilà. Et ben voilà, tout est lié, c'est extraordinaire. Du coup, je propose qu'on passe à Alien. Mais d'abord, la pause musicale numéro 2, c'est donc Agent Stereo, All My Love Is For You. Et on se retrouve juste après pour les 40 ans d'Alien. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de pixels. On ne perd pas de temps, on a un tout petit peu de retard. On va se dépêcher. Alien, 40 ans, c'est déjà pas mal. Je propose qu'on en parle tout de suite. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors, Alien, on va aller vite sur les origines. Ce sont des origines assez passionnantes. Beaucoup de gens disent que c'est un petit peu dans la filiation de Dune. Est-ce que c'en est le fils illégitime, David ? Oula. Alors, c'est vrai qu'il y a un lien entre le Dune, le projet d'Alejandro Jodorowsky. 74 ? Voilà, c'était un projet très ambitieux qui malheureusement ne s'est pas concrétisé parce qu'il n'a pas trouvé le financement du film. Et donc Jodorowsky avait engagé Dan O'Bannon pour s'occuper des effets spéciaux du film. Il avait repéré O'Bannon dans le premier long métrage de John Carpenter, Dark Star, où Dan O'Bannon était à la fois acteur, co-scénariste et il s'occupait des effets spéciaux. Et donc l'échec de Dune a laissé O'Bannon sur une énorme frustration. Et il est rentré aux États-Unis parce qu'il vivait à Paris. Et il a commencé à rédiger le script d'Alien, en fait. Il faut savoir qu'O'Bannon, c'est un grand fan de SF. Il adore la science-fiction et il avait plusieurs influences au moment où il a rédigé le script d'Alien. Il y avait notamment le roman de Van Vogt qui s'appelle La faune de l'espace, qui est un roman des années 50. Et puis il y avait deux films en particulier. Il y a un film qui s'appelle It, The Terror from Beyond Space de 1958. Et le film de Mario Bava, en fait, La planète des vampires, qui est un film donc italien. Et donc le mélange de toutes ces influences a donné Alien. Voilà, et il l'a coécrit avec son associé, son complice Ronald Suchet. Et c'est aussi la combinaison, du coup, à partir de là, d'une vision, d'une écriture, mais aussi d'une esthétique, celle de Giger.
Oui, alors, ce qui s'est passé, faut quand même préciser que le script a été réécrit par Walter Hill. Walter Oui, Hill David Hill. avait une maison de production, une société qui s'appelait Brandywine, avec son associé David Giler, et il reçoit le script de Don O'Bannon. Il trouve l'idée intéressante, mais il a beaucoup remanié le script et il a apporté des changements importants. Alors notamment dans le premier jet du script, l'équipage est composé uniquement d'hommes. Il a changé le sexe du personnage principal, donc qui est devenu le lieutenant Ripley, qui sera joué par Sigourney Weaver. Et il y a un autre détail qui est important, c'est le fameux personnage du scientifique, donc Ash, joué par Ian Holm. Il l'a transformé en androïde. Bon, Ouais, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. Voilà. Donc ça, c'est les deux gros changements. Attention, on va spoiler Alien. Non, mais ce sont les il faut s'y préparer. Disons que ce sont deux gros changements qui créent, disons, les deux grosses grilles thématiques du film que le film va développer ensuite. Cédric, tu voulais rebondir. Non, on parlait de O'Bannon et du scénar. Ce qui est quand même assez populaire, c'est devenu limite une légende urbaine, mais il y a quand même un peu de vrai. On dit souvent il l'a écrit dans un asile, alors pas exactement ça, mais il a fait une grosse dépression à la fin du projet de Jodorowsky's Dune, qui d'ailleurs est un peu décrit dans le documentaire. Vers la fin, ils en parlent un peu, et c'est pendant cette dépression qu'il a eu cette idée en fait un peu schizophrénique et agoraphobique qu'est le premier Alien, et ça se ressent pleinement que c'est un film malade, pas dans sa structure mais dans son fond. Il y a un truc qui dans ce premier film en tout cas, qui est vraiment très angoissant, et la production n'a pas pensé forcément à Ridley Scott dès le début. Il y a plusieurs réals qui sont passés. Scott, c'était un choix, d'ailleurs beaucoup de gens de l'équipe technique qui croyaient pas trop à ce mec parce qu'il sortait un peu de nulle part, et ils ont vu Les Duellistes, son premier film, et ils ont dit bon bah ok, banco. En revanche, Scott de son côté, lui, dès la lecture du script, il a fait je veux faire ça, je veux vraiment faire ça. Et donc c'est vraiment intéressant parce que c'est une combinaison une fois de plus de talent qui amène à arriver à ce résultat, mais ça tient du miracle, ce genre de truc des fois. Alors effectivement, on rappelle souvent que Alien c'est le film de Ridley Scott, mais qu'effectivement voilà, c'est une genèse un peu plus partagée. Qu'est-ce qui définit l'approche de Ridley Scott dans ce film, Charlie ? Ce qui est intéressant, c'est justement, tu disais, tout de suite il s'est dit il faut que je fasse ce film, mais c'est quelqu'un, Ridley Scott, qui était absolument pas familier de la culture de la science-fiction et qui avait pas vu justement tous les films, toutes les références, donc Hit, Beyond the Space, le film de Bava, il y en a encore beaucoup d'autres. C'est pas un imaginaire pulp avec lequel il était et d'ailleurs familier. il a essayé de lui montrer O'Bannon, et il a pas du tout aimé, et il s'est dit c'est pas ça que je veux faire. Moi, lui il voulait amener de l'horreur, il voulait amener d'autres influences dans la mise en scène, et donc il s'est vraiment focalisé sur cette question, enfin sur cette dimension là du scénario, et il a trouvé avec David H.R. Giger, il a trouvé quelqu'un qui justement lui a permis d'aller encore plus loin dans cette dimension, en apportant toute la profondeur, une esthétique aussi, peut-être on en parlera après, des esthétiques d'Alien, mais qui a vraiment révolutionné le genre, parce qu'on arrêtait d'être dans quelque chose de très épuré comme la science-fiction l'était jusque-là, mais on arrive dans quelque chose de beaucoup plus sombre et de presque baroque. En 79, effectivement, le film crée l'événement, Fabien. Oui, mais il faut savoir aussi que Scott avait deux références pour faire son film. Bon, la première c'était Star Wars, parce que bon, en 77, déjà. Donc faire un film de science-fiction avec un futur, enfin un visuel un petit peu industrialisé, un use de future comme on dit, avec les vaisseaux un peu pourris, un peu usés. Il s'est dit voilà, c'est ça qui m'intéresse, et aussi il voulait faire Massacre à la tronçonneuse dans l'espace. C'était ça son autre référence. Donc c'était revenir vers un univers effectivement un petit peu plus craspec, un peu plus réaliste, qu'il a pu faire effectivement grâce à Giger, mais aussi grâce à Ron Cobb, qui est l'autre designer principal du film, qui a conçu tous les vaisseaux justement pour avoir cet aspect industriel. Il fallait que tout serve en fait dans les décors et dans tous les éléments de design du film. Quand le film a été reçu, c'est simple, Scott il a transcendé ce qui aurait pu être juste un film de série B, parce qu'à un moment donné Dan O'Bannon avait approché Roger Corman pour faire le film, donc faire un film... c'est un tout petit budget, c'est 11 millions hein. Oui, ça reste un petit budget, mais quand tu as Alan Ladd à l'époque, qui était le patron de la Fox, qui a soutenu le projet et qui a poussé le film en avant pour en faire un des gros événements de l'été 1979, ça fait qu'on a eu un film d'horreur gothique spatial produit par un studio. Et à l'époque, c'était du jamais vu, avec des séquences gore. D'ailleurs, David Giler a toujours dit que le scénario était pourri et que le seul intérêt du scénario, c'était la séquence centrale où la créature sort du thorax, sort du thorax de
John Hurt. C'est grâce à ce scénario d'ailleurs qu'ils ont décidé de produire le film parce qu'ils Exactement. le trouvaient effectivement le scénario très mauvais quand ils l'ont vu. Ils ont même changé les noms de tous les Oui. personnages. Plusieurs fois. C'était quoi, Effectivement. Brossard, Melkonis, Standard, enfin ils avaient des noms de SF un petit peu littéraires et les producteurs se sont dit c'est pas possible, on peut pas vendre ça pour un film. Et il y a eu beaucoup de tensions, de disputes entre O'Bannon, pour qui c'était son film, son bébé, et les producteurs qui ont finalement apporté des choses Ça, c'est belles au projet en fait. Même terminé au tribunal avec la guilde des Oui. scénaristes. Et la guilde des scénaristes a donné raison à Don O'Bannon. Oui, parce qu'il était plus mentionné en plus à un moment donné Au sur les- générique, sur les nouvelles versions du scénario. ouais. Alors Alien, c'est non seulement un film d'auteur, mais c'est aussi une série. Justement, ce qui est intéressant, c'est de voir l'équilibre entre les deux. Dans quelle mesure est-ce qu'Alien réussit à, disons, étendre sa franchise tout en préservant l'authenticité de l'intention de ses réalisateurs. Parlons rapidement quand même de la suite, qui n'allait pas forcément de soi, et pourtant quel succès. Hein. Le film rentabilisé à presque 1000%. James Cameron qui arrive, Cédric, avec Aliens. Ouais, non, c'est rigolo quand on dit à chaque fois c'est une saga de réalisateurs parce qu'en fait, à part Ridley Scott qui est le premier, donc on le laisse un peu libre. Rapidement, Et Cameron, Cameron, sur Aliens, David voilà. Fincher. Voilà, avec tous les problèmes qu'il y a eu, mais David Fincher sur le 3, Et Jeunet. Jean-Pierre Jeunet sur le 4, et puis ensuite Paul W.S. Anderson, les frères Strauss un auteur, et effectivement. Ridley Scott qui revient pour les deux derniers. Je te Non, laisse mais finir. c'est vrai que pour le 3 et le 4, c'est plus difficile de parler de laisser la main libre sur les films parce qu'ils ont quand même été très cadrés. Jeunet l'a expliqué, lui, que ça a été pas une très bonne expérience. Fincher, il désavoue son film. T'es sûr de ça? Parce qu'il me semble que Jeunet pour le coup a eu Ça s'est plutôt patte bien passé, blanche. ouais. Totalement. Ouais, mais il Ah ouais. explique qu'il était pas très content, lui, de son rapport avec les Américains. Mais Ah, bref, d'accord. C'est ça pas quand les je mêmes dis, budgets aussi, mais revenons à Aliens. Ouais, et sur Aliens, en fait, la vraie différence, c'est que c'est James Cameron et que déjà, il avait fait un film qui avait marqué, qui était Terminator, le premier du nom, hein, mine de rien. Et surtout, ça c'est la légende Madine Rafik Djoumi, je la fais très vite, il la raconte souvent, mais ça explique comme d'habitude un peu la personnalité de Cameron et pourquoi on l'a un peu lâché les basques sur ça. Il est arrivé devant les producteurs, il leur marque Alien sur le tableau pour leur pitcher Alien 2, donc ils font bah ouais. Et il rajoute un S derrière, donc sous-entendu en anglais. Mais il y en aura plusieurs, ils font ouais, ok. Et il rajoute 2 barres pour montrer que c'est $1 et les mecs ils applaudissent, font ok d'accord, give that man a cookie, vas-y tu le fais, y a pas de souci. Et Et qu'est-ce qui distingue justement Aliens du premier Alien? oh bah tout. C'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même approche. Tout. C'est une suite tardive. Elle arrive 7 ans plus tard. Et autant le film de Scott était organique, viscéral, psychologique, autant le second c'est un pur film de guerre. C'est un pur film de guerre. Et ce qui est drôle, c'est que 1 an plus tôt, James Cameron a écrit Rambo 2, qui est aussi un film belliqueux. Et donc on voit des Marines dans le second Alien, ils ont des armes disproportionnées, etc. On est dans une atmosphère de comic book. Je pense qu'il a dû se dire je peux pas faire mieux que Ridley Scott, donc je vais faire différent. Et il part dans une autre direction. Mais c'est logique en plus. Dis-toi. Moi je trouve c'est vrai, effectivement c'est ça, on part dans un film où dans le premier on sent que tous les personnages sont vachement déséquilibrés par rapport à la puissance de l'alien, alors que dans le 2 ils se retrouvent avec des vaisseaux avec des armes énormes, et du coup j'ai beaucoup moins ressenti cette tension en fait que j'aimais énormément dans le premier. Oui, mais en étant même, fan de c'est la films en d'horreur. même temps, ils des se font aliens latter les qui- Marines Ouais. par les aliens. Ils se font ouvrir. hein. Ils se font latter aussi, mais du coup la présence d'armes qui donnent potentiellement de la puissance aux gens par rapport au premier, où ils sont vraiment ils essayent de se sauver par où ils peuvent dans des passages dans le vaisseau, et il y a vraiment cette grosse différence. Disons que dans le deuxième, aussi. on connaît la menace, donc il faut la réintroduire C'est différemment. Et il y a le exactement climax ça. final justement qui permet de revenir à ce face-à-face viscéral. Mais surtout, c'est Avec Alien. c'est Je vraiment. crois c'est que vraiment la, logique. la grosse David. différence, c'est surtout que le premier film est un film extrêmement silencieux et que le second, c'est un film avec Extrêmement beaucoup de bruyant. vacarme. C'est Ça c'est- résume ouais, c'est bien. l'exact opposé, hein. Mais il y a une différence esthétique aussi fondamentale, c'est que on est dans les années 80 là, et du coup les blockbusters ne se tournent quasiment plus en cinémascope, ça se fait très peu. Et vu que Cameron a beaucoup de créatures, ou du moins de nous faire passer l'illusion qu'il y a beaucoup de créatures à l'image, il tourne en 1,85. Donc ça fait qu'on peut gagner plus de hauteur sur les scènes d'action, sur les scènes d'attaque. Et pour filmer l'arène aussi, c'était très pratique parce qu'on gagnait aussi en hauteur. Et je termine juste là-dessus, c'est qu'il y a carrément presque un refus du design gigerien dans cette suite, enfin une espèce de mise à côté où il y a très peu de plans avec toutes ces scènes de... C'est beaucoup plus mécanique, C'est ouais. beaucoup plus mécanique, plus industriel. D'ailleurs ils ont tourné le final dans une
dans une usine en Angleterre. Mais en fait, il a fait venir cette fois-ci Sid Mead, qui avait bossé avec Kubrick sur 2001 Odyssée de l'espace. Et puis sur Blade Runner aussi. Sur Blade Runner aussi, pour justement amplifier le design mécanique, industriel et méca-design au final du film. Non, on parlait tout à l'heure de Roger Corman et je viens de me souvenir qu'en fait James Cameron avait tourné une imitation d'Alien, enfin pas lui en tant que réalisateur, mais sur les effets spéciaux du moins, d'une production Roger Corman qui s'appelait Galaxie de la Terreur. La Galaxie de la Terreur, voilà. Et c'était une production New World Pictures qui appartenait à Roger Corman. C'était une imitation d'Alien. C'était un hommage à Alien. Ouais. Voilà. Alors rapidement, vu que l'heure tourne, je vous propose de passer aux 2 derniers volets de la quadrilogie, peut-être son opus le plus malade, Alien 3, désavoué par son créateur, film lui-même sur une grossesse non désirée, ironie de l'histoire, Alien 3, que tu as vu tout à l'heure, Cédric, si je dis pas de bêtises. Oui, on pourra en reparler peut-être après la pause, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que les films Alien suivent le parcours de son personnage principal, Ellen Ripley, qui dans le premier, c'est plus ou moins une victime. J'en parle souvent à un père de mes amis d'enfance qui me dit que c'est un film un peu bébête. Je lui dis, quand le monstre a une tête de bite et qu'il attaque une femme en petite culotte, et comme tu le dis toi-même, Karel, qui a un chat, qui protège son chat. Qui protège son chat, voilà. Bon, l'allégorie est assez. On développera les thématiques. Voilà, c'est grossière. Dans le 2, elle a été victime, maintenant elle va se battre. Et dans le 3, de nouveau, elle redevient victime parce que les règles ont changé de nouveau. Il y a des nouvelles choses qu'elle comprend pas, dont cette grossesse non désirée, effectivement. C'est un film compliqué à plein de niveaux, même au niveau des effets spéciaux, il a un peu vieilli, mais je pense que Charlie en parlera mieux que moi à ce niveau-là. Je pense que ce qui est important de savoir, c'est que Alien 3, contrairement aux 2 premiers en fait, qui d'une certaine manière n'ont pas forcément été voulus par les studios, mais qu'on leur a proposé et qui se sont dit bah ok on y va. Là après le 2e carton de suite avec Aliens, ils se sont dit, enfin c'est quelque chose qui a été planifié par les studios et ils ont lancé la production et le tournage alors que le scénario était même pas fini. Donc c'est vraiment un film qui n'était pas fait pour être un film de qualité et ça se ressemble même si Fincher a fait quand même un travail admirable dans ces conditions-là. C'est un film qui n'a pas du tout été développé avec le même contexte de production que les précédents et ça c'est important de le savoir. David. Il y a une chose intéressante à savoir, c'est que Sigourney Weaver est devenue coproductrice à partir du 3e. Et elle a eu des exigences. Et parmi les exigences, c'était qu'il n'y ait plus d'armes à feu et qu'il n'y ait qu'un seul alien. Elle ne voulait plus jouer une Rambolina comme dans le second. Donc c'est drôle, chaque film, à chaque fois, est contre le précédent. Moi je trouve que le 3e s'éloigne encore plus de ce que je disais juste avant. En fait, dans le premier, on est vachement enfermé dans un vaisseau et en fait, plus les films avancent, plus on s'élargit et c'est l'une des raisons qui fait que je n'aime moins ce film, c'est qu'on s'éloigne de plus en plus en fait de la tension et de l'horreur de cette peur de l'inconnu et surtout d'être enfermé dans quelque part avec un alien. Et pourtant c'est une prison. Oui, mais une prison gigantesque. Et puis hors de la prison, tu ne meurs pas. Ce qu'il y a de terrifiant dans le premier Alien, c'est que tu es enfermé dans ce vaisseau qui devient poreux à cause du sang de l'alien. Donc tu t'es totalement. C'est un Battle Royale en fait. C'est que. Et dehors, c'est l'espace, donc tu meurs. C'est ça, c'est que la mort est partout et il n'y a aucune limite qui te permet de te protéger. Sortir. Abordons peut-être je suis désolé, leur tourne, mais abordons peut-être l'opus de Jean-Pierre Jeunet. Tu peux garder la parole si tu le souhaites, Charlie. Oui. Qui est l'un des opus qui t'intéresse le plus. C'était pas ton préféré. Avec le premier. C'est un opus que j'aime beaucoup. Et en fait, donc on disait que Sigourney Weaver est devenue productrice sur le 3e et que c'est elle notamment qui avait choisi Fincher parce que il lui avait dit qu'il allait la faire mourir et donc elle voulait arrêter Alien. Et c'est elle de nouveau qui impose presque Jeunet. Parce qu'elle a vu La Cité des Enfants Perdus et Delicatessen comme beaucoup de gens à Hollywood à ce moment-là, même si les films n'avaient pas été des cartons. Et donc elle permet à Jeunet d'avoir vraiment une liberté de ton voilà, au niveau des thématiques qu'il allait traiter, de la manière dont il allait les traiter. Et elle a été très importante dans le développement de son personnage et dans le développement du coup des thématiques, tout ce qu'il y a eu autour. Elle a beaucoup travaillé avec Jeunet, ça a été vraiment une collaboration. Et je trouve que ça se ressent dans ce film. Et justement, qu'est-ce qui distingue Résurrection du reste de la saga, Fabien ? Le scénario de Joss Whedon ?
Non, Oui. Déjà, non, ce qui effectivement, était intéressant, alors, si on s'en souvient, à l'époque, c'était l'événement quand ce film était fait, parce que bon, 97, on se dit c'est le retour de la SF à la française avec le 5e élément, donc du coup il y a eu une énorme presse autour d'Alien Resurrection, c'était quand même un super événement. Alors aux États-Unis c'était juste Alien 4, mais pour nous c'était Alien fait par les Français, quoi. Alors du coup le compromis il est quand même très bien fait, parce que il doit travailler donc Jeunet avec un scénario qui a été remanié, parce que Whedon a dit après que c'était pas vraiment ça qu'il avait écrit, mais quand même il a pu à la fois composer avec une équipe américaine et en même temps amener ses propres j'ai envie de dire coéquipiers, le monteur Hervé Schneid, il y avait aussi Pitoff qui à l'époque était le golden boy des effets spéciaux à la française, Darius Khondji à la photo, Darius Khondji à la photographie, et surtout il a pu amener lui-même son humour, son ton, et toujours son côté très expérimental, très dingue dans la caméra, ce qu'il n'y avait pas du tout avant sur les films à part le 3 où on avait les visions subjectives de l'alien. Là il a apporté vraiment quelque chose de complètement taré dans la mise en scène, dans l'humour et dans l'abus de gore qui dépassait vraiment les premiers films, hein. Et les personnages, vas-y Charlie. les personnages qui sont totalement dingues, Ron Perlman qui est fabuleux dans le film. Est-ce que ce serait pas le chaînon manquant entre Sam Raimi et Blade 2? Mais presque, dans la mesure où il reprend l'idée d'un film d'action à la Alien 2, mais tout en revenant sur le huis clos du premier film, avec des trucs complètement aberrants. À un moment donné, il y a un type qui en prend un autre et qui l'alien accouche dans la tête du mec. C'est assez brillant des fois d'abus, et même ça, je veux dire, c'était un vrai film d'auteur, parce qu'il y a la personnalité, le côté dingo de Jeunet. Personnalité donc des films, on a bien compris, hein, il y a une logique de franchise, mais il y a une logique d'auteur avec des pattes très différentes sur chaque film et des thématiques assez différentes sur lesquelles donc on va revenir dans la deuxième moitié. On n'a pas pu parler de Prometheus et Covenant, mais quelque chose me dit qu'on en parlera dans les grandes largeurs dans la deuxième moitié de l'émission. Pour l'heure, on va s'écouter d'ailleurs une pause musicale qui nous vient tout droit d'Alien Covenant, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Le traumatisme est encore vivant. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de du pixel, toujours qui fête les 40 ans d'Alien. Je vous propose qu'on avance tout de suite, parce qu'on a pris le temps de présenter la quadrilogie initiale. On parlera peut-être pas du coup des Alien vs Predator, désolé si vous étiez fan du film. Je sais que Cédric, tu apprécies plutôt les AVP. Ah bon? Bon, Non, je pas sais du pas. tout. On en avait Non, discuté. mais en revanche, je disais juste, mais c'est vraiment très vite, mais je disais juste que on peut reprocher ce qu'on veut à Anderson. La fin d'Alien vs Predator, il y a quand même une idée brillante, c'est quand même une demi-heure quasiment muette qui est plutôt pas mal en fait, c'est juste ça. Très bien. C'est Mais, assez fidèle. Ça reste un tâcheron après. En tout cas, Requiem est indéfendable. Non, Requiem, non, mais bon. Le truc qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, c'était pas incohérent d'avoir embauché Anderson pour faire Alien vs Predator, vu qu'il avait fait Event Horizon, qui était un survival spatial pour le coup très honnête et très bien fait, quoi. Effectivement. Alors abordons, si vous voulez bien, le cœur thématique de la saga Alien. Alien, c'est quoi? C'est l'étranger. Avant d'être un extraterrestre, on parle donc d'un xénomorphe. C'est un film d'horreur. Au risque de citer Doctor Who, qui dit que c'est scandaleux d'avoir un film d'horreur sur les étrangers, est-ce qu'Alien est un film xénophobe? Charlie? Je pense pas que ce soit. Enfin, je suis sûr que non, c'est pas un film xénophobe. Ce qu'il faut comprendre, c'est toujours le risque de vouloir rattacher des œuvres à des politiques. Voilà, c'est un film qui nous parle de l'étranger, mais c'est l'étranger d'un point de vue essentiel. C'est vraiment c'est quelque chose qui met en danger notre identité d'humain, c'est quelque chose d'interne. Notre intégrité, quoi. C'est une intégrité physique presque intérieure, et on disait que tout à l'heure que ce qui était très fort avec Alien, c'était que c'était d'amener l'horreur et d'amener du gothique dans la science-fiction. Là, l'étranger, enfin cet Alien, il va vraiment dans ce sens-là. J'avais lu une citation de Stanley Cavell qui me paraît vraiment adaptée, qui dit que l'horreur, c'est la conscience de la précarité de l'identité humaine, la conscience qu'elle peut être perdue ou envahie, et que nous pouvons devenir autre chose que ce que nous imaginons être. Et à ce moment-là, on voit vraiment à quel point l'Alien, c'est quelque chose qui vient apporter de l'horreur, voilà, dans ce qu'on a de plus intime, qui va nous transpercer, qui va pondre en nous, faire de nous un objet de reproduction. Et d'où la métaphore du viol, Titouan. Alors moi non, pas du tout sur la métaphore. mais on va y venir quand même. C'est sympa comme ouverture, métaphore du vol. Non mais on va y venir, Titouan. Non, moi je trouve en fait effectivement c'est l'étranger pour Alien, mais j'ai trouvé
dans la façon dont le film le montre, c'est l'inverse en fait. C'est les humains qui sont les étrangers et qui viennent en fait perturber ça. Et du coup, ça ne l'est pas puisque en fait, je trouve que le problème doit être pris dans l'autre sens. Et d'un autre côté, en plus, c'est la créature. Enfin, ils font que se défendre face à une créature. Toute puissante qu'ils ne comprennent pas, et donc c'est pas juste la rejeter par sa propre condition, c'est juste de la défense pure et dure, et de part de ça je trouve pas que le film soit xénophobe Charlie, avant de donner la parole à Cédric. Ce qui est intéressant justement, si tu me rappelles, c'est si tu prends la saga Alien dans son ensemble, enfin en tout cas les 4 premiers, il y a vraiment justement autour de cette figure de l'alien et donc de l'étranger et tout un discours qui évolue de film en film et qui est vraiment intéressant. Et on voit que dans le 3, cet alien va commencer à avoir une relation intime, quelque chose de fort avec Sigourney Weaver qui va l'enfanter. Et puis avec le 4, il y a une hybridation génétique, donc on peut pas dire que voilà, c'est l'alien, c'est l'étranger qu'il faut éliminer, xénophobe. Il y a justement il y a une intrication qui se fait entre cet étranger et notre humanité qui est plus complexe. Cédric, Fabien. Metroid Fusion, hein, j'ai envie de dire, t'en vrai. Ridley. Non, mais tout ça c'est très vrai. Et je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Petit tour, pardon. Pour illustrer un peu plus mon propos, dans Prometheus, c'est carrément ils vont carrément sur une autre planète pour les envahir. Et donc là, c'est vraiment les humains, les étrangers qui cherchent. Et au final, le film est assez logique dans le sens où c'est eux qui repartent, mais ça aurait pu terminer dans une extermination de la race alien, et ça ne l'est pas. Fabien. Ce qui est intéressant dans le mythe alien, parce que maintenant c'est devenu un mythe fondateur du cinéma. Du cinéma. Ce qui est intéressant, c'est pour une fois la monstruosité surgit littéralement de notre corps. La monstruosité surgit de notre corps et nous prive de notre identité parce qu'on a face à nous une créature anthropomorphe mais qui est complètement déshumanisée en fait. Et c'est ça aussi qui fait peur, c'est-à-dire on a quelque chose de purement mécanique, de purement mu par son instinct biologique, ce qui est pas vraiment notre cas. Et en fait on cherche à supprimer ça aussi d'une certaine manière, parce le personnage le plus serein dans le film, ça devient l'alien, puisqu'il vagabonde tranquillement. Et on est en accord total avec sa nature. Voilà. Et alors que nous, on est désorganisé même pour arriver à le battre, ce qui est encore plus prégnant dans le 2, où les mecs, limite, les marines se butent entre eux, se foutent des coups de lance-flamme entre eux. Mais il n'y a pas qu'un seul monstre dans Alien, il n'y a pas que la race alien, il n'y a pas que les xénomorphes, il y a aussi, ce qu'il faut rappeler que Alien est pas seulement un film d'horreur, mais un film de science-fiction. Il y a la technologie, il y a les robots et il y a maman. Oui. C'est très 2001 tout ça. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Alien le premier, ça pourrait vraiment, si on devait le résumer, tu pourrais dire c'est la scène claustrophobique de 2001 qui dure 10 minutes mais sur quasiment 2 heures, parce que t'as ce concept quand même qui est assez brillant dans le premier film, qui a le sang acide. Et donc ils se disent c'est une créature, on peut peut-être la battre. Waouh, si on la blesse, le sang est acide, donc on perce la coque, donc on meurt tous. Donc il y a une espèce on est pris au piège, et alors qu'ils sont dans un vaisseau qui a de l'oxygène, tu te sens quand même, t'as très peur du vide et de l'espace. La tagline en plus se reprend assez bien, et ça c'est un truc qui vient un peu de 2001 en fait. David ? Ce que je trouve troublant avec cette créature, c'est qu'elle n'a pas de yeux. C'est-à-dire qu'elle a une paroi réflective qui recouvre son crâne, ce qui empêche la réciprocité du regard en fait. C'est très, ça la rend encore plus inhumaine. Comme Vidocq, moi je pense. Après, mais l'alien est bien vivant celui-là. Après, ce qui est assez marrant, c'est que ça se reflète, et que du coup l'alien vient quand même d'un humain, et que quand tu le regardes, du coup tu te vois toi en tant qu'humain au travers de l'alien, et c'est en fait c'est comme une métaphore comme Vidocq. C'est pour ça que c'est pas un étranger, parce que d'ailleurs ce choix de ne pas lui avoir donné Dieu va vraiment dans ce sens-là. C'est pas juste un autre, l'alien, ça va être le mal en nous, c'est un être de pulsion pure, alors que justement de l'autre côté il y a le enfin en tout cas dans le premier, parce qu'après ils évoluent, il y a l'androïde qui lui est justement l'être de logique totalement froide et inhumaine aussi par la logique. Donc on a vraiment deux tendances extrêmes de notre humanité qui nous mettent en danger, quoi. Ce qui est drôle, c'est que dans le premier épisode, l'officier scientifique H, qui est donc un androïde, admire
cet organisme suprême en fait, quasi religieusement, parce qu'il est invincible, il est effectivement de l'acide moléculaire à la place du sang, etc. Il aimerait, ce robot, être aussi puissant que lui. Et justement, il lui dit non, ne le touchez pas au moment où il naît, comme un médecin qui prend. C'est un spécimen conscience pour lui, il voilà. veut l'amener sur Terre quand même. Effectivement, bah, du coup, d'où la question en fait qui vient directement après ça, c'est de qui maman est-elle la maman? Est-ce que maman c'est la maman des C'est la question humains de la poule et de l'œuf en fait. Non mais voilà, non, mais c'est-à-dire que est-ce que le vaisseau est là pour protéger les humains ou est-ce que le vaisseau est là pour protéger l'alien? Est-ce que la maman du vaisseau est pas finalement la maman de l'alien? Bah, c'est un peu une question que creuse Ridley Scott dans ses suites préquelles, reboot, ce que tu veux, qui sont Covenant et Prometheus. Prometheus, ouais. Et c'est un peu ce qui est en train de se démontrer. En tout cas, dans le premier film, on peut se poser la question. Là, maintenant, on se la pose un peu moins. On comprend assez vite que Weyland-Yutani, ils sont quand même très intrigués par ce concept. Et il y a mini spoil, ce serait limite les humains qui auraient créé les xénomorphes, quoi, si tu vas par là. Je la fais très très courte, hein, oui, mais ouais. Dans Prometheus, c'est compliqué parce que si tu vois, c'est quand même machin qui est enfanté par un humain qui repris du sang de trucs. Enfin, c'est un truc sans queue ni tête pour arriver à ça, quoi. L'acteur le plus agissant, le plus impliqué là-dedans, ça reste quand même la technologie. Oui. Ouais. Bah, C'est un Android, dans quoi. Prometheus, tu le vois aussi énormément. C'est quand même le vaisseau qui permet d'enfanter en fait, qui aide en fait à sortir, une césarienne, et ça aide à enfanter en fait le premier alien, et c'est aussi c'est aussi le vaisseau qui va la protéger, qui va lui sauver la vie. Et c'est ce qui est marrant, c'est que c'est le dernier film en fait qui vient conclure la question que tu peux te poser depuis le début, et sur cette fameuse question du vaisseau qui protégeant, mais au contraire, là, ça protège, on sait pas, aussi bien l'alien que l'humain, puisque les deux sont dans le vaisseau, alors que dans le premier, ça enferme clairement les humains avec l'alien qui lui est plutôt en position de force. Et vaisseau quand même qui se transforme. On voit que le vaisseau, au fur et à mesure, est remodelé par l'alien, devient une espèce de gros placenta verdâtre. C'est un nid en fait. C'est un nid en fait. C'est celui qui en sortira, c'est celui qui a le droit de vivre, quoi. D'une certaine manière, c'est sa mère. Ce qu'on voit encore plus dans la version longue que Ridley Scott a sorti au début des années 2000, où effectivement on voit carrément des cocons géants avec des humains encastrés dedans pour faire une sorte de garde-manger géant. Et si Scott avait gardé cette scène-là dans son montage de 79, ça aurait modifié toute la saga, puisque Cameron n'aurait jamais pu arriver avec cette idée de reine et de créatures pondeuses et les aliens soldats, ce genre de choses. Là, je dirais que la maternité est au cœur de la saga. On en parle tout le temps parce que on apprend dans le deuxième épisode, dans une scène coupée, dans une version longue de Aliens, que Sigourney Weaver, enfin en tout cas le lieutenant Ripley, a une enfant qui a grandi sur Terre, qui a vieilli sur Terre et qui est morte sur Terre pendant son hibernation dans l'espace. Il y a aussi la reine alien qui pond des œufs, donc il y a le silo aux œufs, etc. Et il y a Newt qui va être adopté dans Aliens par Sigourney Weaver aussi. Cameron avait dit de toute façon que la fin c'est le combat de deux mères en fait, hein, tout simplement. Exactement. Et que pour que Ripley gagne, elle doit regagner ses instincts primaires, parce que la reine alien a naturellement en gros... Il y a effectivement l'ordinateur de bord Mother qui est une sorte d'Al 9000 au féminin, puisqu'elle a une voix féminine. Puis surtout dans Alien 4. Ouais. Dans Alien 4, voilà, c'est la mère de l'alien, de la mère alien, et puis ensuite, par procuration, ça devient la mère de ce nouvel alien anthropomorphe qui serait le premier de sa génération à avoir été enfanté directement. Et puis elle doit le tuer, elle doit tuer son enfant finalement. Il y a tout un créature qui cette fois a un regard, a des yeux, et justement, on peut se reconnaître. Cette fois, on n'est plus dans l'autre, dans l'altérité absolue. On est vraiment dans une hybridation qui fait que d'un coup, on peut s'identifier à cette alien. Dans le 3 aussi très important, l'alien ne veut pas la tuer sciemment parce qu'il sent la reine qui est en train de pousser dans le corps de Ripley. Donc du coup, l'alien, curieusement, il est dans une posture de non, contrairement au profil, non, je peux pas t'attaquer. Justement, il ne cherche pas à l'attaquer alors qu'il se fait plaisir avec tout le reste des prisonniers. On a consacré un numéro à Lovecraft en compagnie d'Al236, je vous y renvoie, mais c'est peut-être la question de la fin de cette émission, parce qu'on se dirige quand même vers la fin de l'émission. Est-ce que finalement Alien, c'est pas la saga cinématographique de l'horreur cosmique ? Voilà, c'est bon. Au sens, oui, la saga cinématographique de l'horreur cosmique. C'est le dernier grand monstre du cinéma à l'heure actuelle.
Surtout, ce qui est très fort et ce qui est très Lovecraftien, c'est d'avoir mêlé justement science-fiction, anticipation d'un futur possible, avec des angoisses profondes, avec une mythologie d'un passé. Donc c'est ça qui est vraiment Lovecraftien et qu'on retrouve dans Alien et qui va être détruit par Ridley Scott dans Covenant et voilà Prometheus. Mais surtout, t'as une idée. Enfin, t'as quand même eu un truc assez fort aussi dans le premier. C'est quand ils arrivent sur la planète où t'as le Space Jockey. En fait, ils te montrent les restes d'une civilisation antique. Il y a un côté vraiment comme un peu les montagnes hallucinées. Les grands anciens. Voilà, c'est vraiment ce même concept. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Et donc, le spectateur comprend que cette créature, c'est peut-être ça qui a tué les grands anciens, en tout cas les êtres qui avaient avant, mais peut-être pas. Enfin, peut-être c'est eux qui l'ont créé, on ne sait pas. C'est très flippant. Et c'est ça qui nous fait peur, c'est l'immense étrangeté qu'est l'espace. Mais justement, cette étrangeté qui ressurgit dans la scène de la flûte, du coup. Alors la scène de la flûte, on en a parlé. Qui questionne la poétique au sein de la machine. On en a parlé en off parce que c'est vrai que c'est une scène qui est souvent moquée en disant que c'est Fassbender qui se fait une auto-turlute. Ouais, oui, il y a cette grille de lecture là, effectivement. Cette grille de lecture là qui est assez directe. Moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est une des scènes les plus réussies de Covenant. Il y a beaucoup de trucs ratés dans Covenant, mais ça c'est quand même assez réussi. Je pense que c'était plutôt une référence au joueur de flûte de Hamelin. Ah, c'est pas mal ça, j'avais pas vu ça comme ça. Qui amène les races noyées. Ça a l'air un peu plus recherché que ta première. Moi j'ai pas dit l'auto-turlute, c'est les publics. Prometheus et Covenant dans l'ensemble, c'est bourré de références à plein de choses. Moi, ce qui me pose problème, c'est que je trouve que la plupart du temps, ces références, elles n'ont pas d'intérêt, quoi. Bon, je peux me permettre de revenir sur la scène rapidement. Voilà, on est dans la scène de la flûte aussi. Il faut rappeler que Ridley Scott venait de perdre son frère à cette époque-là. Donc il y a toujours eu cette espèce de communication entre deux, de je crée ça, tu crées ça, tout. Donc c'est aussi un film sur la perte du frère, Alien Covenant. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus terre à terre, de plus personnel à voir au-delà de références au modèle. Et il avait perdu un autre frère pendant le tournage de Blade Runner aussi. Charlie a raison, ça contredit beaucoup de choses, mais il y a quand même des idées assez belles en fait qui se rapprochent de ce que Scott pouvait faire il y a 20 ou 30 ans en fait, et que par moments il perd un peu, je trouve, mais de temps en temps il y a un petit moment de lucidité que je trouve pas mal. Donc on aura réussi quand même à dire que Prometheus et Covenant sont des films lucides. Merci beaucoup pour ça. Voilà, c'est dit. Les amis, je vous demande rapidement, vous répondez rapidement s'il vous plaît, votre épisode d'Alien préféré. Fin du débat après ça. Je pourrais dire le 4. Le 4, Résurrection. Le 1, quoi. Le 1, David. Ouais. Moi, le premier, c'est le plus équilibré. C'est celui qui a inventé tout l'univers quand même de la saga, qui a posé les bases, qui a écrit les tables de la loi. Titouan. Pareil, ça a inspiré énormément de gens aussi par la suite pour faire d'autres films à sensations fortes, et je trouve que c'est vraiment un classique du cinéma, le premier. Cédric. Enfin, tous. Moi 1 et 2, parce que je trouve qu'ils sont limite indissociables dans le sens que c'est vraiment le recto et le verso d'une pièce, d'un univers qui est très cohérent en fait. Fabien. J'adore les deux premiers, mais je dirais plus le premier parce qu'il vieillit de mieux en mieux en fait. Et je trouve qu'en termes de mise en scène, il y a toujours plus de volume, les profondeurs de champ, ce genre de choses. Purement visuel, le premier, puis parce qu'il y a une rigueur dans l'écriture. Et toi, Karen? Merci Tito. Du coup, c'est le vilain petit canard, personne ne l'a cité, mais moi je. Prometheus. Requiem. Allez, non. Predator. Le premier est évidemment le plus puissant, le plus cohérent. C'est un monolithe. On n'a pas fini de le redécouvrir. Voilà. Bref, je sais pas où je vais avec cette métaphore. Bref, je reviens à ce que je voulais dire. Celui qui m'a le plus marqué finalement, c'est Alien 3. Même si c'est un film malade, en guerre perpétuelle avec lui-même, qui est pas fini. C'est un film formidable. C'est formidable. On le savait pas à l'époque. Je trouve que de toute la saga, c'est sans doute celui qui est le mieux interprété par Sigourney Weaver. Effectivement. Puis moi, surtout, c'est l'approche totalement iconographique de l'alien, avec ce côté justement le taureau qui se déchire avec l'alien qui tombe. C'est sur une procession religieuse. C'est le veau d'or qui transforme le plus spirituel, c'est le plus religieux. Ouais, c'est vraiment une vision très cosmique de. Enfin voilà. Lovecraftien. C'est le plus sombre aussi. Ouais, c'est un film, voilà. En revanche, la mort. N'allez pas le voir si vous n'avez pas bien. Sinon, c'est le film le plus nihiliste de la saga. Le Rasta Alien de Requiem est très bien, moi je trouve. Le trait d'Alien. Le Rastalien, moi je l'appelle. Quelques white, quelques blancos dans Covenant aussi. Bref, merci à tous, pardon, pour la qualité de ces échanges sur Alien. On aurait aimé qu'il dure 1 heure de plus, mais j'ai envie de dire, c'est l'heure du quiz musical.
Wow, Très bien. quiz musical Je n'ai donc plus d'oreilles. consacré aux créatures spatiales. Je n'ai pas de calembour, il sera donc inédit au replay. Je rappelle au replay MDR, t'as vu Eh bah tiens, il y a peut-être voilà. un truc à faire, avec ça. Nous avons donc deux équipes, je rappelle les règles, 5 morceaux, 1 point par bonne réponse, 2 équipes. D'un côté l'équipe rouge avec Charlie, David et Titouan. De l'autre côté l'équipe bleue avec Cédric et Fabien. Est-ce qu'on fait rentrer quelqu'un ou Est-ce qu'on on fait reste rentrer déséquilibré quelqu'un? Est-ce qu'on reste déséquilibré? On fait rentrer personne. Oh, d'accord. On reste déséquilibré. Mais vous êtes Yes. bon, vous êtes fort, vous êtes puissant. Fabien, c'est un habitué. Tu connais les règles. Tu es formidable. Tu es rodé. A-t-on les couleurs des équipes, les amis? C'est pas grave. On les aura sans doute au cours du quiz. C'est parti donc pour ce grand quiz consacré aux créatures spatiales. Si vous avez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Donc attention à ce que vous répondez. Premier morceau. David? Alors c'est Alien de Jerry Goldsmith, Tout à qui est fait. une musique atonale, sourde et envoûtante. Il fallait juste donner le nom du film. Ça suffit. Faut juste donner Alien. le nom de l'œuvre, ça suffit. Mais C'était effectivement, Alien de Ridley Scott. c'était C'est vrai que Alien, la musique est assez effectivement. Donc Jerry Goldsmith, main title, tout à fait sur la bande-son d'Alien 1979. Petit film que je vous recommande si vous ne le connaissez pas. 1-0 pour l'équipe rouge, du coup. Bleue, pardon. 1-0 pour l'équipe Allez, bleue. C'est parti pour le deuxième morceau. Predator. Predator, bien De vu. Chudovsky, Bien vu. Je voilà. l'attendais en plus. Évidemment, un partout, c'est bien. Bleu Ça va Alien, aller rouge vite, là. Predator, ça va aller très vite, très bien. Un partout, c'était donc main title de Alan Silvestri sur la bande son de Predator, film de John McTiernan datant de 1987. Troisième morceau. Jamais 203. C'est pas d'Alien 3 Cube ça? Ce n'est pas Alien Cube, équipe rouge. Ah. C'est un jeu vidéo. Ah, je l'ai. Bah, Ah, c'est. désolé. Ah, j'ai oublié un trou de mémoire. Comme d'habitude, quand c'est un jeu, à chaque fois je confonds tout le nom 5. de jeu. Ah, j'ai oublié le nom du jeu. Bah, c'est pas, j'ai oublié le nom du jeu. Donc c'est Attends. pas grave. Titouan. Ah non, mais du coup, j'ai peur de me tromper. Bah, Mais vas-y, Isolation balance. ce non. n'est pas Alien merde. Isolation, c'est un jeu sorti Bah en non. 1994. Non, c'est. Équipe rouge. Édité par Capcom sur arcade. Oui, mais. Ah. C'est Alien vs Predator. Oui, c'est Alien vs Predator, le jeu. Je me rappelais plus si c'était justement juste comme ça ou s'il y avait un truc en plus. Non, non, Alien vs Predator, composé par Hideki Okugawa, compositeur à qui on devra notamment Street Fighter 3 plus tard. Voilà, donc la ressemble. meilleure bande-son de tous les temps. C'est donc 2-1 pardon, pour l'équipe rouge. Et c'est parti pour le quatrième morceau. Toujours un jeu vidéo. Ah, Alien c'est. Isolation. Souvent, ce n'est pas Alien Non, Isolation. c'est. On compte sur toi, Tito. Là. Attends. C'est un jeu sorti sur PS4 et Xbox One et PC en 2017. Moi, je ne Titouan, tu l'as chroniqué dans la première saison d'Hyperlink. suis pas gamer, je peux pas vous si, aider. c'est bon. Je l'ai. David, pardon, tu hésitais. Non, je disais, je ne suis pas gamer, je suis C'est. je Mais suis je d'aucune me aide. souviens plus du nom, attends. Moi, je l'ai, hein. 5. Je l'ai plus. Cédric. Prey. Oui, c'était Prey évidemment, composé par Mick Gordon, Typhon Voices, le morceau qui joue lorsqu'on affronte les typhons, ces mystérieuses créatures fantomatiques Lovecraftiennes à bord du vaisseau. Donc Prey, jeu de Arkane Studio, Raphaël Colantonio et Bethesda, sorti en 2017. Ça fait donc 3-1 pour l'équipe rouge, mais tout n'est pas perdu, il reste le dernier morceau pour la beauté du jeu. C'est parti. Le chaînon manquant de l'émission. C'est Pokémon. Ce n'est pas Pokémon, créature spatiale. Ah, j'ai dit, non, mais non, du pardon. coup, équipe bleue. Mais pas Pokémon. Réfléchissez fort, Si, c'est réfléchissez bon, c'est bien. bon, je l'ai. Chaînon de manche. C'est Mortal Kombat. C'est pas Mortal Kombat. C'est Metroid. C'est Metroid, bravo. Bravo Cédric. Parce C'est que je l'entends dans Smash Bros. Alors je voyais Pikachu avec Samus, c'est pour ça je comprends Eh un peu non, tout. c'est Metroid, tout à fait. Super Metroid pour être précis. Le thème donc de Ridley dans Super Metroid, le saviez-vous? Ridley Scott. Voilà, Metroid Alien, je vous la refais pas. Ridley Replay aussi. Replay, effectivement. Mais voilà, donc Metroid peut être la prolongation non officielle d'Alien en jeu vidéo avant que Alien Isolation répare tout ça. Composé par Yusuke Takahama, plutôt arrangé par Yusuke Takahama sur Super Smash Bros. Brawl en 2008 et originellement composé par de tête Kenji Yamamoto, parce que j'ai oublié de le noter. Voilà. Ce jeu sorti sur Super NES en 93. C'est donc Tout à fait. sur un score de 4-1 que se termine ce quiz musical Wow. pour l'équipe rouge. Bah, le nombre l'aura pas emporté. Hein. Désolé. Hein. Les amis, c'est l'heure de recommandation. En avez-vous, David, Fabien? Je me tourne vers vous en premier. David.
Non, Non, pas de recommandation. aucune. Même pas un Ah petit si, celui-là. je recommande aux gens équipés d'un lecteur 4K d'acheter le Blu-ray UHD, Ultra HD du premier Alien de Ridley Scott, parce que l'image est éblouissante. Mhm. Très bien. La restauration est fantastique. Charlie. Oui, alors moi j'ai 2 petites recos, je vais aller très vite. D'abord, un film que j'ai pu découvrir avec toi Oui. à l'occasion d'une projection organisée par Beats et No Ciné, donc qui est Agora, et qui est vraiment un film que j'ai découvert et qui peut être parfois un petit peu maladroit, mais en même temps en fait totalement maîtrisé dans la mise en scène, et je trouve que c'est un film qui à tous les niveaux se répond, résonne et qui continue à nous travailler une fois qu'on a fini de le voir. Vraiment, je conseille. Qui questionne la notion d'ordre mathématique, politique, sociologique, religieux, Ouais. autour de l'effondrement de la bibliothèque d'Alexandrie. Et du coup, C'est un c'est une film sorte d'allégorie, une sorte d'allégorie comme de la chute d'une civilisation. Et alors, ma deuxième reco, je vais récupérer Ah là là ça. là, elle est loin. Hop. C'est vas-y. du coup cette petite édition de chez Akileos. C'est la Bifi, donc les C'est britannique. Oui, c'est britannique. Mhm. Et il y a donc cet Alien qui est excellent, vraiment en moins de 100 pages, c'est incroyable tout ce qu'il arrive à mettre dans cet ouvrage. Et donc il y a plein d'autres. Voilà, il y a en Matrix, on a Brasil, vraiment plein. Donc je conseille, si les gens ont envie de découvrir vraiment un film, allez-y. Titouan. Alors moi je vais vous conseiller Blame, que j'ai commencé tout à l'heure et que je trouve vraiment excellent, que je n'ai pas sur moi malheureusement. Alors je peux te le dire, on dit blâme. Blame alors. Blâme de comportement. Voilà, Blâme. Et sinon, je vais pas vous conseiller Mortal Kombat 11 parce qu'il est extrêmement compliqué. Donc, commencez plutôt, si vous avez l'occasion, par le 9 qui s'y ressemble le plus et qui est plus ouvert aux néophytes. Très bien. De l'autre côté du plateau, nous avons donc Fabien. Alors juste pour rester dans l'univers d'Alien, ou plutôt pré-Alien, il y a donc La Planète des Vampires qui était sortie il y a 2 ans à peu près en édition collector chez l'Arabia. Donc ils ont fait un super travail éditorial avec une nouvelle version entièrement remasterisée du film, avec un documentaire sur la fabrication du film. Et du coup, pour savoir d'où vient Alien et aussi d'où vient Prometheus, c'est le film à voir. Et si vous pouvez pas le voir en Blu-ray, il y a une rétrospective Mario Bava cet été à la Cinémathèque française. Je fais une petite transition, donc allez-y. Il est content. Et je précise que David, le titre rapidement. original du film, c'est Terror Nello Spazio. Terror dans l'espace. Tout un programme. Voilà. Tout un programme. Cédric. Oh bah moi aussi c'est tout un programme parce que je Monsieur vous recommande Bobine. Monsieur Bobine. Je sais Et même plus Anaconda, s'il a fait du coup. une vidéo sur Non. Alien. Si, il a fait une vidéo sur le silence dans l'espace. Oui. Donc voilà, donc ça fait une reco qui marche comme d'habitude. Non mais il faut toujours voir Monsieur Bobine, je ne le redirai jamais assez. Il n'y en a pas fait une sur Prometheus, je crois. Je sais plus. Peut-être, mais je crois qu'ils n'ont pas Peut-être. kiffé parce que justement ils parlent de la turlute de Fassbender de mémoire, donc je crois Non, qu'ils avaient c'est pas en trop Covenant. aimé. Enfin bref, on... Ouais, mais je crois qu'ils voilà. bon bref, ils avaient pas trop kiffé. Mais non, Monsieur Bobine, surtout il y a eu un article qui est paru récemment sur les youtubeurs qui ne percent pas, dont Monsieur Bobine fait partie et a été interviewé. Et c'est vrai qu'ils ont 70 000 abonnés de mémoire, et ce que je trouve trop peu pour une chaîne d'une aussi grande qualité. Allez, les 100 000 abonnés la semaine prochaine. Quant à moi, ma recommandation, ça va aller vite. Elle a déjà été évoquée dans le Point News, elle a été évoquée dans le quiz. C'est Predator de John McTiernan, film de 1987 avec Arnold Schwarzenegger, qui, disons, en ce qui me concerne, j'ai pas trop aimé Aliens parce que j'avais déjà vu Predator avant. Et donc, je trouve que voilà, Predator réussit à faire la synthèse parfaite entre Conan le barbare et le premier Alien, voilà, en transposant disons, si le premier Alien est la fin d'un tabou cartésien de l'homme comme maître et possesseur de la nature, Predator en est le versant anti-nietzschéen, voilà, Oh là déconstruction là du là. surhomme, tout ça, Mais qui parle déconstruction bien. du blockbuster aussi, avec ce côté très tous Non, les c'est bon, ingrédients tu du peux film d'action des t'arrêter. années 80, et tu vas retirer les personnages un par un et les grilles de lecture une par une, et à la fin il ne va rester que la communication non verbale et un vrai film. Faut savoir qu'il me d'auteur regarde moi, alors je sais pas extraordinaire. pourquoi. Voilà, non, parce que voilà, j'ai été vu tiquer quand j'ai dit que Predator est plus intéressant qu'Aliens, et je le penserai toute ma vie. Predator, c'est l'un des meilleurs Bah, films de c'est tous les très temps. bien, y a pas de souci. Extraordinaire. Aiguise-moi ça. Voilà. Stick around. Les amis, c'est la fin de ce numéro, comme le dit l'autre. C'est la fin des choux. Et c'est la fin du numéro 95 d'Hyperlink. On espère que ça vous a plu. David, Fabien, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors sur le Point Pop, d'ailleurs je profite de saluer toute l'équipe du Point Pop qui fait un travail vraiment formidable quotidiennement pour analyser la culture pop aujourd'hui. Et on embrasse Lloyd, qui est un ancien de VL d'ailleurs. Voilà, qui et était moi je acheté dans passe mon le fauteuil. bonjour à mon grand ami cinéphile Philippe Gage.
Très bien, et on l'embrasse également. Fabien. Je passe aussi déjà un bonjour à Philippe Gage que je connais, John Plisken que je salue chaleureusement. Moi, donc je vais bientôt fêter les 1 an de mon livre Chiron-Honda Humanisme Monstre. Donc je viens de terminer la rédaction du Mad Movies, la co-réalisation du Mad Movies sur Godzilla, co-rédaction avec Julien Cévéon. Donc beaucoup de qualité en ce moment, et je fais quelques articles en ce moment sur le site Furiosa. Voilà. Très bien, merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui pour cette émission. Merci à vous. Quant à moi, vous me retrouvez la semaine prochaine au Stunfest. Je ne serai pas dans ce fauteuil. C'est Alexis qui présentera l'émission à ma place. Et on se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour fêter, si je dis pas de bêtises, les 30 ans de la Game Boy, tout un programme. De là. Très bien, à la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.